Je m'appelle Éléonore, j'ai 28 ans. Ce soir-là, au dîner de famille, mes parents m'ont hurlé, nous ne sommes plus ta banque. Ils riaient, arrogants, se croyant invincibles dans le cocon doré de leur luxueux appartement lyonnais. Mais ils ignoraient une chose. Une vérité simple et terrible. Ils ne savaient pas que la notaire de la famille était en route, à quelques rues de là, avec un document relié de cuir qui allait transformer leur rire en un silence de pierre. Car pour paralyser leur monde, pour geler leur existence opulente, il me suffisait de prononcer un seul mot, non. Et ce soir, après des années de silence, j'étais enfin prête à le dire. Avant de vous raconter en détail comment le château de cartes s'est effondré, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une chose qui me fascine. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire. Est-ce qu'il fait jour ou nuit chez vous en ce moment? J'adore imaginer jusqu'où mes mots voyagent, ça me donne une force incroyable de savoir que nous sommes connectés, même à des milliers de kilomètres. Maintenant, revenons à ce dimanche soir d'octobre. Un soir qui a commencé comme tous les autres. La porte en chêne massif de l'appartement familial était plus qu'une simple porte, c'était un portail. Un portail entre deux univers qui ne se touchaient jamais vraiment. Mon univers, c'était un petit 2 pièces en désordre dans le quartier de la Croix-Rousse, où les post-it couvraient les murs et où l'odeur du café froid se mêlait à celle de l'ozone des serveurs qui tournaient toute la nuit. C'était le monde de Sauveur, mon application, mon combat pour réduire le gaspillage alimentaire. Un monde fait d'espoir, de doutes et de nuits blanches. Le leur, c'était un monde de silence feutré, de parquets cirés qui craquaient sous le poids de l'histoire et de jugements portés à mi-voix. Un immense appartement haussmannien dans le 6e arrondissement, où chaque meuble était une antiquité et chaque silence était lourd de reproches inexprimés. Le majordome m'a ouvert. L'air m'a saisi, une atmosphère plus qu'une odeur. Un mélange complexe. Il y avait la cire d'abeille, qui nourrissait les boiseries centenaires. Il y avait le parfum puissant de ma mère, Brigitte, un sillage floral et autoritaire qu'elle portait comme une couronne invisible. Et en dessous, il y avait cette note de fond, presque métallique, l'odeur de l'argent. Pas l'argent dynamique du travail et du commerce, mais l'argent ancien, l'argent hérité qui stagne et qui juge, qui pèse sur les conversations et interdit les éclats de rire trop francs. Ah, Éléonore. Toujours adepte du style décontracté, à ce que je vois. Mon père, Hervé, m'a accueilli avec ce mélange de cordialité et de condescendance qui était sa marque de fabrique. Il a inspecté mon simple jean et mon pull en cachemire recyclé comme s'il s'agissait d'une curiosité zoologique. Ma sœur, Morgane, n'a pas daigné lever les yeux de l'écran de son téléphone où défilaient des photos de villas avec piscine. Pour elle, j'étais devenue invisible depuis longtemps. Elle, l'agente immobilière star, la fille parfaite, la preuve vivante de la réussite selon les critères familiaux. Moi, j'étais l'erreur, la déception, la brebis égarée. Le dîner a commencé. Une symphonie bien huilée de faux-semblants. Mon père a disserté sur la politique avec l'assurance de ceux qui ne doutent jamais. Ma mère a détaillé par le menu ses dernières querelles au sein du club de bridge. Morgane a placé nonchalamment qu'elle partait, se reposer, une semaine à Megève le mois prochain. Ils parlaient, et leurs mots formaient une muraille invisible entre eux et moi. Pour survivre à ces soirées, j'avais un refuge. Mes souvenirs. Mon esprit s'est échappé, retournant des années en arrière, dans le jardin de Pépé Jean. Mon grand-père. Un homme bourru, parti de rien, qui avait bâti un petit empire industriel. Il méprisait la prétention et l'oisiveté de sa propre fille et de son gendre. Je me suis revue, à 15 ans, assise à côté de lui sur un banc en pierre, lui expliquant avec une passion maladroite mon idée de l'époque, un système pour récupérer l'eau de pluie des toits de la ville. Il ne s'était pas moqué. Il m'avait écouté jusqu'au bout, ses yeux bleus vifs plissés par le soleil. Puis il avait dit, sa voix rocailleuse couvrant le chant des oiseaux, « Les gens comme nous, Éléonore, ceux qui voient le monde non pas comme il est, mais comme il pourrait être, ils sont toujours seuls au début. Ne laisse jamais leur manque d'imagination devenir ta prison. Ce feu que tu as en toi, il est rare. Protège-le. » Un rire sec de Morgane m'a tiré de ma rêverie. La planète Terre appelle Éléonore. Tu étais loin. Tu calculais combien de tonnes de CO2 notre dîner allait émettre? Je lui ai offert un sourire vide.
Quelque chose comme ça. Je sentais leur regard sur moi. Le regard amusé de ma sœur, le regard exaspéré de mon père, le regard déçu de ma mère. C'était un tribunal silencieux, et j'étais, comme toujours, sur le banc des accusés. Mais ce soir, le procès allait enfin avoir lieu. Et ils n'étaient pas prêts à entendre le verdict. Le premier plat est arrivé, une entrée sophistiquée dont le nom m'a échappé. C'était le moment que ma mère choisissait toujours pour lancer les hostilités. Le moment où les invités sont trop occupés à manger pour s'enfuir. Elle a délicatement posé sa fourchette sur le bord de son assiette en porcelaine, un geste calculé pour attirer l'attention. Éléonore, mon trésor, sa voix était douce comme du miel empoisonné. J'ai croisé Florence hier, au club. Sa fille, Solène, vient d'être promue associée dans son cabinet d'avocat. Elle est si brillante. Elle a marqué une pause, me laissant bien comprendre la comparaison. Et toi, ma chérie? Ton projet, comment ça avance? J'ai cru comprendre que le lancement avait encore été retardé. Chaque mot était choisi. Projet au lieu d'entreprise. Retardé au lieu de ajuster stratégiquement. C'était un travail de sape, subtil et dévastateur. Nous affinons l'algorithme, maman. C'est une phase cruciale. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. L'algorithme, a-t-elle répété en souriant à mon père, comme si je venais de dire une incongruité. Tout cela me semble si compliqué. Si abstrait. Ne penses-tu pas qu'il te faudrait quelque chose de plus concret? De plus stable? Un travail qui te permettrait d'avoir une vie normale, de rencontrer quelqu'un. Mon père a saisi la balle au bond. Il a pointé son couteau à poisson vers Morgane, comme pour la mettre en exemple. Ta sœur, elle, a les pieds sur terre. L'immobilier, c'est du solide. Des murs, des contrats, des commissions. On peut toucher, on peut voir. C'est ça, la vraie vie. Ce n'est pas de passer ses journées devant un écran à imaginer un monde meilleur qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. La violence de ses propos, sous des dehors de bon sens paternel, me coupait le souffle. Pour lui, mon ambition n'était qu'un caprice, une lubie d'enfant gâté. J'ai senti la colère monter, une vague chaude qui menaçait de déborder. Mais avec la colère, il y avait autre chose. Le doute. Cette vieille rengaine qu'ils avaient gravée en moi depuis l'enfance. Tu n'es pas assez bonne. Tu n'y arriveras pas. Ton frère aurait su, lui? Non, je n'avais pas de frère, mais dans leur esprit, l'homme que j'aurais dû être aurait certainement été plus compétent. Une voix dans ma tête, une voix qui ressemblait terriblement à celle de ma mère, a chuchoté. Et s'ils avaient raison? Et si tu n'étais qu'une fraude? Une idéaliste qui va droit dans le mur, entraînant avec elle les espoirs de ses amis et les économies de toute une vie? J'ai fermé les yeux une seconde, juste une seconde, pour repousser cette voix. J'ai repensé au visage de Pépé Jean. Protège ton feu. C'est Morgane qui a porté l'estocade. Elle a posé son verre avec un petit rire condescendant. Oh, vous êtes trop dur avec elle. C'est mignon, de vouloir sauver le monde. C'est juste dommage que le monde, lui, n'en ait rien à faire. Mais ne t'inquiète pas, petite sœur, a-t-elle ajouté en me faisant un clin d'œil empoisonné. Quand tu auras fini de jouer, il y aura toujours une place pour toi. Tu pourras répondre au téléphone à mon agence. Ça te fera un petit salaire. L'humiliation. Publique. Délibérée. Elle ne me voyait pas comme une rivale, mais comme une cause perdue, un objet de pitié. C'est là que tout a changé en moi. Le doute s'est évaporé, balayé par une vague de froide résolution. La tristesse s'est transformée en une force tranquille. J'ai relevé la tête et j'ai soutenu son regard, sans un mot. Mon silence était plus lourd que n'importe quelle insulte. Ils ont interprété mon silence comme une défaite. Ils se sont souris les uns aux autres, satisfaits. La hiérarchie familiale était rétablie. La rêveuse avait été remise à sa place. Ils pensaient avoir gagné la bataille. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de perdre la guerre. La vraie guerre, celle dont ils ignoraient même l'existence, ne faisait que commencer. Le reste du plat principal s'est déroulé dans un brouillard. Je mangeais sans sentir, je buvais sans goûter. Mon esprit était ailleurs, prisonnier d'un souvenir récent et douloureux,
un souvenir qui, soudain, prenait une couleur nouvelle et sinistre. C'était il y a 3 semaines. Le jour le plus important de la vie de Sauveur. Nous avions une présentation cruciale devant Innov Lyon, un fonds de capital risque qui investissait massivement dans les startups technologiques de la région. Obtenir leur soutien signifiait passer de la survie à l'expansion. C'était la chance de notre vie. Amandine et moi avions travaillé dessus jour et nuit pendant 2 mois. Notre présentation était impeccable, notre business plan était blindé, nos projections étaient ambitieuses mais réalistes. Nous étions prêtes. Nous étions confiantes. La veille au soir, la catastrophe. Un de nos mentors nous a envoyé un lien vers un article du magazine en ligne Lyon Capital. Le titre était une déclaration de guerre, start-up lyonnaise, Sauveur, bonne conscience ou gouffre financier. L'article était un chef-d'œuvre de démolition. Il ne contenait aucune fausse information directe, ce qui le rendait encore plus pervers. Il était entièrement basé sur des insinuations, des questions rhétoriques et des citations anonymes. La pire de toutes était attribuée à une source très proche de la famille de la fondatrice. Cette source disait « Nous admirons son énergie, bien sûr. » Mais Éléonore a toujours eu tendance à confondre ses désirs avec la réalité. Elle est passionnée, mais la passion ne paie pas les factures. Nous sommes nombreux à nous inquiéter qu'elle se dirige vers une très grande désillusion. Ces mots m'avaient transpercé. Qui dans ma famille aurait pu dire une chose pareille à un journaliste? J'avais pensé à un oncle éloigné, à une cousine jalouse. Jamais, pas une seconde, je n'aurais pu imaginer le pire. Le lendemain, la réunion a été un désastre. L'enthousiasme initial des investisseurs avait été remplacé par une méfiance polie. Leur question n'était plus sur notre potentiel de croissance, mais sur notre gestion des risques, sur ma capacité à faire face à la réalité du marché. L'article était là, invisible, posé sur la table entre nous, empoisonnant l'atmosphère. Ils n'ont pas investi. Mon rêve s'était brisé sur les mots d'un traître anonyme. Une phrase de Morgane m'a sorti de ce souvenir cuisant. Elle se vantait de son réseau. Et donc, j'ai déjeuné avec Stéphane Dufort la semaine dernière. Un type brillant. Il est journaliste d'investigation à Lyon Capital. Il a des dossiers sur tout le monde. C'est toujours utile d'avoir ce genre de contact de son côté. Il m'a promis de faire un portrait élogieux de mon agence le mois prochain. Stéphane Dufort. Le nom a explosé dans mon esprit. C'était lui. L'auteur de l'article. Je l'avais découvert après des jours de recherche. Mon cœur a cessé de battre. Le temps s'est suspendu. J'ai relevé la tête et j'ai regardé ma sœur. Elle souriait, heureuse de son effet. Et dans ce sourire, j'ai tout vu. La préméditation. La cruauté. Le triomphe. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une exécution. Le froid de la révélation était physique. Une vague glaciale qui a parcouru mes veines et a engourdi mes membres. Ma propre sœur. Elle n'avait pas seulement souhaité mon échec. Elle l'avait organisé. Méticuleusement. Elle avait utilisé ses relations pour me détruire professionnellement, pour anéantir mon rêve au moment précis où il était sur le point de se réaliser. Pourquoi? La réponse était dans la suite de sa phrase, prononcée avec un dédain parfait. Au moins, mon travail est tangible. Il est respecté. Je n'ai pas besoin d'inventer des concepts fumeux pour me sentir importante. La jalousie. Pas la jalousie de l'argent, mais la jalousie de l'authenticité. Elle avait suivi la voie tracée par nos parents, une voie de conformité et de matérialisme. Mon choix de suivre ma propre voie, une voie de passion et de sens, était une insulte silencieuse à sa propre vie. Mon succès aurait été la preuve de son échec personnel. Elle devait donc s'assurer que je ne réussisse jamais. C'est à ce moment précis, en comprenant la profondeur de sa trahison, que quelque chose s'est brisé en moi. L'amour fraternel, ou ce qu'il en restait. La dernière lueur d'espoir. Dites-moi, honnêtement, si vous découvriez une trahison pareille de la part de la personne qui vous est la plus proche, qu'auriez-vous fait? Quelle serait votre première pensée? Laissez-moi un commentaire, j'ai vraiment besoin de savoir si ma réaction est normale. Parce que ma réaction n'a pas été des larmes. Ça n'a pas été de la colère. C'était un calme étrange.
Le calme d'un champ de bataille après l'explosion. Le calme de quelqu'un qui sait que la guerre est déclarée, et qu'il n'y aura pas de prisonniers. Le dessert est arrivé. Une œuvre d'art pâtissière, probablement commandée chez le meilleur artisan de Lyon. Un dôme de chocolat brillant sur un lit de crème anglaise. Normalement, j'aurais été en extase. Mais ce soir-là, j'aurais pu manger du carton, je n'aurais pas senti la différence. Un goût de cendre emplissait ma bouche. Le goût de la trahison. C'est à ce moment précis, alors que le silence était seulement troublé par le cliquetis des cuillères, que mon téléphone a vibré. Pas la petite vibration d'un message, mais la sonnerie insistante d'un appel. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, prête à ignorer l'appel. Mais le nom qui s'affichait m'a figé sur place, Maître Geneviève Allard. Maître Allard. La notaire historique de la famille de ma mère. Une femme qui incarnait la discrétion et la rigueur du vieux monde lyonnais. Elle avait été la confidente et l'exécutrice testamentaire de Pépé Jean. En 3 ans, depuis mes 25 ans, elle ne m'avait jamais appelé le soir. Nos communications se faisaient par courrier recommandé ou par des rendez-vous formels à son étude. Un pressentiment. Une certitude irrationnelle que cette soirée n'était pas encore terminée. Que le véritable acte final n'avait pas encore été joué. J'ai décroché, et par une impulsion que je ne m'explique toujours pas, j'ai activé le haut-parleur. Éléonore ? Pardonnez-moi de vous importuner si tard. Geneviève Allard à l'appareil. La voix de Maître Allard, posée et professionnelle, a rempli la salle à manger. Bonsoir, maître. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tout va bien ? Oui, je vous remercie. Je me permets de vous appeler car un imprévu m'a amené dans votre quartier. Je suis à moins de 5 minutes de chez vos parents. J'ai sur moi les documents trimestriels de la fiducie qui attendent votre signature. Si cela ne vous importune pas, je pourrais passer vous les déposer. Cela m'éviterait de vous les envoyer par coursier demain. Un silence de plomb est tombé sur la table. Mon père a froncé les sourcils, l'air contrarié. Geneviève vous appelle pour la fiducie ? Mais, c'est moi qu'elle contacte d'habitude. Elle a dû faire une erreur. Passez-la moi. Morgane a laissé échapper un petit rire méprisant. La pauvre, elle doit commencer à perdre la tête. Elle confond la directrice et la stagiaire. J'ai ignoré leurs commentaires. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix est restée stable. Mais bien sûr, maître. Ce sera parfait. Montez, nous vous attendons. J'ai raccroché. J'ai relevé les yeux vers eux. Leur visage affichait un mélange d'agacement et d'amusement. Ils n'avaient aucune idée. Aucune. La sonnette a retenti quelques minutes plus tard. C'est moi qui suis allé ouvrir. Maître Allard se tenait sur le palier, impeccable dans son tailleur sombre, sa mallette en cuir à la main. Elle m'a adressé un regard bref, mais intense. C'était un regard qui disait « Le moment est venu. Soyez forte. » Elle est entrée dans la salle à manger avec l'assurance tranquille de ceux qui sont protégés par la loi. Elle a salué mes parents et ma sœur d'un signe de tête. Bonsoir Hervé, Brigitte, Morgane. Je ne vous dérange qu'un instant. Mon père, voulant reprendre la main, s'est levé. Geneviève, asseyez-vous, prenez un café. Donnez-moi ces documents, je vais m'en occuper. Maître Allard a eu un sourire presque imperceptible. Je vous remercie, Hervé, mais ces documents ne vous concernent pas directement. Ils sont à l'attention exclusive de mademoiselle Éléonore. Elle a posé sa mallette sur un coin de la table, l'a ouverte et en a sorti une chemise cartonnée. Elle l'a fait glisser vers moi. Mademoiselle Éléonore, voici les autorisations de versement des rentes trimestrielles pour les bénéficiaires de la fiducie. Comme convenu, votre signature est requise au bas de chaque page. Morgane a explosé de rire. C'est la meilleure blague de l'année. Éléonore qui signe pour notre argent ? Mais vous êtes tombé sur la tête. C'est là que Maître Allard a sorti un deuxième document. Une copie de l'acte de fiducie. Elle l'a ouvert à une page marquée d'un signet. Il n'y a aucune blague, Morgane. Selon la volonté expresse et irrévocable de votre grand-père, Monsieur Jean Martin, stipulé dans son testament et dans l'acte constitutif de la fiducie familiale Martin, sa petite-fille,
Mademoiselle Éléonore Foster a été désignée comme unique administratrice et fiduciaire de l'intégralité de son patrimoine, avec plein pouvoir, à compter de son 25e anniversaire. Elle a fait une pause, son regard balayant leur visage stupéfait. Pour être tout à fait clair, cela signifie que cet appartement, vos voitures, vos comptes en banque et vos rentes mensuelles sont entièrement sous le contrôle et la discrétion d'Éléonore. Sans sa signature, pas un seul euro ne peut être dépensé. Le silence. Un silence total, absolu, comme après une déflagration. Le monde venait de basculer sur son axe. Et j'étais le nouveau centre de gravité. Maître Allard a rangé ses affaires avec une lenteur délibérée, laissant le temps à l'onde de choc de se propager. Chaque clic de fermoir de sa mallette résonnait dans le silence assourdissant. Avant de partir, elle m'a regardé une dernière fois. Je vous laisse les documents, mademoiselle. Prenez le temps nécessaire pour votre décision. Je passerai les récupérer à votre convenance. Ce « prenez votre temps » était lourd de sens. C'était une permission. La permission de faire ce qui devait être fait. Puis elle est partie, laissant derrière elle une famille en ruine. Leur visage était une étude de la décomposition de l'arrogance. La confusion, d'abord. Puis l'incrédulité. Puis la peur, une peur froide et viscérale qui commençait à poindre dans leurs yeux. Et enfin, la colère. C'est impossible, a balbutié mon père, sa voix n'étant plus qu'un filet. Il doit y avoir un moyen d'annuler ça. C'est notre argent. L'argent de la famille. Non, papa, ai-je dit, et ma voix était d'un calme effrayant. Je me suis levée, non pas avec colère, mais avec une autorité nouvelle. L'autorité que confère la vérité. Ce n'est pas votre argent. C'était l'argent de Pépé Jean. Et maintenant, c'est la fiducie que je contrôle. Et cela fait 1095 jours que c'est comme ça. Je les ai détaillés un par un, comme un procureur face à des accusés. Maman, tu te souviens de ta semaine de thalassothérapie à Biarritz le mois dernier? J'ai signé le virement de 12 000 euros. Papa, le renouvellement de ton abonnement au club de golf le plus sélect de la région? J'ai paraphé la facture. Et toi, Morgane? Je me suis approchée d'elle. Elle a reculé instinctivement. La caution pour ton magnifique appartement dans le Vieux-Lyon? Les fonds provenaient d'un compte que j'ai personnellement débloqué. Pendant que tu me traitais de fardeau et de raté, c'est mon stylo qui payait pour ton champagne et tes sacs de luxe. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme une enfant, alors que c'est moi qui vous versais votre argent de poche. Le choc de la révélation était trop violent. Ils ont cherché à se défendre, non pas avec des arguments, mais avec des mensonges. Mais, nous ne savions pas, s'est écriée ma mère. Si nous avions su, nous t'aurions soutenu. Oh, je suis sûre que oui, ai-je répliqué, mon ton glacial. Vous m'auriez soutenu comme on soutient un coffre-fort. Mon père a tenté une autre approche, celle du patriarche faussement bienveillant. Éléonore, écoute-moi. Nous avons peut-être été maladroits. Mais nous sommes tes parents. Nous avons toujours voulu ton bien. Nous étions durs pour te forger un caractère. C'était une preuve d'amour. Cette perversion du mot « amour » a fait sauter le dernier verrou de ma patience. Une preuve d'amour, ai-je répété, ma voix vibrant de toutes les humiliations contenues. Saboter ma carrière, est-ce une preuve d'amour? Me rabaisser devant chaque membre de la famille, est-ce une preuve d'amour? Traiter mes rêves de « bêtises », est-ce une preuve d'amour? C'est Morgane qui a explosé. La peur avait laissé place à une haine pure, non diluée. Tu ne mérites pas ça. C'est moi qui ai toujours tout bien fait. J'ai suivi les règles, j'ai fait les études qu'ils voulaient, j'ai choisi la carrière qui les rendait fiers. Toi, tu n'as fait que n'en faire qu'à ta tête. Pourquoi est-ce que Pépé te donnerait tout? C'est injuste. Sa crise de colère était la plus belle des confessions. Elle ne m'en voulait pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'étais. J'étais la liberté qu'elle n'avait jamais osé prendre. Je l'ai regardée, et pour la première fois, je n'ai pas vu ma grande sœur. J'ai vu une étrangère. Une étrangère consumée par l'envie. Peut-être qu'il m'a tout donné parce qu'il savait que j'étais la seule à ne pas être à vendre, Morgane. Le silence est revenu, lourd et définitif. Ils avaient joué toutes leurs cartes.
Il ne leur restait plus rien. Plus de mensonges, plus de manipulations. Juste la réalité froide de leur dépendance. Et moi, debout au milieu des ruines de leur monde, tenant le pouvoir de le reconstruire, ou de le laisser en cendres. J'avais besoin d'air. L'atmosphère de la salle à manger était devenue irrespirable, saturée par les relents de leurs mensonges et de leur panique. J'ai ouvert la porte-fenêtre et je suis sortie sur le balcon. L'air frais de la nuit m'a semblé pur, lavant mes poumons de la toxicité ambiante. En bas, le boulevard des Belges dessinait un ruban de lumière dans la nuit. Des voitures passaient, des vies anonymes se croisaient, indifférentes au drame qui se jouait 5 étages plus haut. Cette distance soudaine m'a donné la clarté dont j'avais besoin. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une décision d'affaires. Une restructuration. Il fallait couper les branches mortes pour que l'arbre puisse survivre. Et j'étais cet arbre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient légèrement, non pas d'incertitude, mais de l'adrénaline de l'acte irréversible que j'allais commettre. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Bastien Roche, banque privée. Mon doigt a hésité une fraction de seconde au-dessus du bouton d'appel. C'était le point de non-retour. Avec cet appel, je ne fermais pas seulement un compte en banque, je fermais un chapitre de ma vie. Le chapitre de la fille qui espérait être aimée. J'ai appuyé. La sonnerie semblait durer une éternité. Puis sa voix, calme et professionnelle, même un dimanche soir. Mademoiselle Foster. Bonsoir. Un problème? Bonsoir, monsieur Roche. Aucun problème. Au contraire. J'appelle pour vous donner une directive. Je suis à votre écoute. J'ai fermé les yeux, j'ai inspiré profondément, et j'ai prononcé les mots que je n'aurais jamais pensé dire un jour. Je souhaite, avec effet immédiat, une suspension totale et sans préavis de toutes les lignes de crédit, autorisation de découvert, et versement de rente programmée pour les bénéficiaires suivants, Hervé Foster, Brigitte Foster, et Morgane Foster. Un silence. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau analyser la portée de ma demande. Suspension totale, a-t-il répété, non pas comme une question, mais comme une confirmation. Cela inclut les cartes de paiement associées à leur compte? Absolument tout, ai-je confirmé, ma voix se durcissant. Je veux que leur accès au fonds de la fiducie soit coupé. Net. 0. À partir de maintenant. Durée de la suspension? Indéterminée. Jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et uniquement de ma part. C'était une déclaration de guerre financière. Froide, clinique, et sans appel. C'était la seule langue qu'il comprenait vraiment. Très bien, mademoiselle Foster. Je prends note. Considérez que c'est fait. La procédure sera effective sur nos systèmes d'ici 5 à 10 minutes. Je vous enverrai un email de confirmation formelle. Parfait. Je vous remercie pour votre efficacité, monsieur Roche. C'est mon travail, mademoiselle. Bonne soirée. J'ai raccroché. Le téléphone me semblait incroyablement lourd dans ma main. J'ai regardé les lumières de la ville, qui semblaient floues. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. Ni de la vengeance. C'était le vide. Le vide laissé par quelque chose qui venait de mourir. Une partie de moi. L'illusion d'une famille. Je suis rentrée à l'intérieur. Ils étaient là, immobiles, comme des statues de cire. Ils me regardaient, leur visage un mélange d'espoir et de crainte. Ils attendaient. Ils espéraient peut-être que j'allais céder, que j'allais leur pardonner, que tout allait redevenir comme avant. Je me suis assise, j'ai repris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Le silence s'étirait. Et puis, le premier signe est apparu. Le téléphone de Morgane a émis une notification. Un email de sa banque. Elle l'a lu, son visage devenant cireux. Au même moment, celui de mon père a sonné à son tour. Il a regardé l'écran, et j'ai vu la dernière lueur d'espoir s'éteindre dans ses yeux. Morgane a relevé la tête vers moi, ses yeux exorbités. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle chuchoté, sa voix brisée. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le son de leur monde qui s'effondrait était la plus claire des réponses. La panique a balayé la torpeur.
Morgane a bondi de sa chaise, son visage passant de la pâleur à une rougeur de fureur. Tu n'as pas le droit, a-t-elle hurlé, la voix stridente. C'est mon argent. J'ai travaillé pour ça. Vraiment, Morgane, ai-je demandé, mon calme la rendant encore plus folle. Tu as travaillé pour ça? Ou bien tu as utilisé les fonds de la fiducie comme capital de départ, des fonds que je t'ai accordés, pour lancer ton agence? Tu as joué avec l'argent de Pépé Jean, en me faisant croire que tu étais une femme d'affaires autodidacte. La seule chose que tu aies vraiment construite toute seule, c'est ce tissu de mensonges. Son téléphone a sonné. C'était son client, celui du duplex. Elle a décroché, essayant de prendre une voix professionnelle, mais sa main tremblait si fort qu'elle a failli laisser tomber l'appareil. Allô, Charles? Oui, tout est en ordre pour demain. Le dépôt? Bien sûr, le virement est. Elle a jeté un regard affolé vers moi. Je n'ai pas bougé. Son visage s'est décomposé. Il y a un léger contretemps technique. Je vous rappelle dans 5 minutes. Elle a raccroché, le souffle court. Sa carrière, construite sur une image de fiabilité et de richesse, était en train de s'évaporer en direct. C'est à ce moment que j'ai décidé qu'il était temps de leur montrer l'étendue de leur propre noirceur. Tu parles de travail et de mérite, ai-je dit en reprenant mon téléphone. Parlons de ton vrai travail. Celui que tu as fait dans l'ombre. J'ai ouvert l'article de Lyon Capital. Je me suis levée et je me suis placée au centre de la pièce, comme une actrice sur scène. Laissez-moi vous lire un passage. C'est très instructif. Ma voix était claire, chaque mot pesé. Une source, qui a vu la jeune entrepreneuse grandir et qui s'inquiète pour elle, nous confie. Je me suis interrompue et j'ai regardé ma mère. Vous entendez cette tournure, maman? Cette fausse sollicitude? C'est une technique de manipulation que je vous ai souvent vu utiliser. J'ai continué. Nous confie que malgré son enthousiasme, Éléonore a toujours eu du mal à mener ses projets à terme. Nous craignons que Sauveur ne soit qu'un caprice de plus, un caprice coûteux qui pourrait la laisser endettée et déçue. J'ai relevé les yeux vers Morgane. Endettée? C'est ironique, n'est-ce pas? Surtout quand on sait qui payait tes factures. Puis je me suis tournée vers mon père. Et ce passage, papa, il devrait te plaire, le monde de la tech est impitoyable. Il nécessite un pragmatisme et une vision stratégique qu'elle n'a, hélas, pas encore démontré. C'est presque mot pour mot ce que tu m'as dit le mois dernier, n'est-ce pas? Le piège se refermait. Je leur montrais leur propre venin, imprimé noir sur blanc. J'ai porté le coup final. Et pour finir, la meilleure partie. L'apothéose de la trahison familiale. Il serait peut-être temps pour elle d'accepter qu'elle n'est pas faite pour ce monde et de se tourner vers une voie plus en accord avec ses talents, et ses limites. J'ai éteint l'écran. Le silence était total. Voilà, ai-je dit doucement. Voilà ce que vous avez fait. Pas seulement toi, Morgane, la main qui a tenu le poignard. Mais vous aussi, dis-je en regardant mes parents, vous qui avez fourni le poison. Vos mots, vos doutes, votre mépris constant. Elle n'a fait que mettre vos pensées par écrit. Ma mère a secoué la tête, pleurant à chaudes larmes. Ce n'est pas vrai? Nous ne voulions pas ça. Vous vouliez quoi, alors, ai-je demandé, ma voix se brisant pour la première fois. Vous vouliez que j'échoue gentiment? Discrètement? Pour pouvoir venir me dire, on te l'avait bien dit, et me ramener dans le droit chemin, le vôtre? Leur silence fut leur confession. C'était ça. Leur plan. Pas une destruction totale, juste un petit échec contrôlé. Mais ils avaient sous-estimé la haine de Morgane. Et ils avaient sous-estimé ma résilience. C'était le dernier clou dans le cercueil de notre famille. Il n'y avait plus rien à sauver. Plus rien à pleurer. Juste un champ de ruines. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Après la tempête, il y a le calme. Un calme étrange, lourd. La colère s'était dissipée, laissant place à une lucidité froide. Je les regardais, non plus comme ma famille,
mais comme des étrangers. 3 personnes qui avaient partagé ma vie mais qui n'avaient jamais vraiment vu qui j'étais. Mon père, l'homme que j'avais tant admiré enfant, était avachi dans son fauteuil, vieilli de 10 ans en 1 heure. L'autorité, la confiance en soi, tout s'était évaporé, ne laissant qu'un homme faible et effrayé. Ma sœur, qui avait toujours été si parfaite, si maîtresse d'elle-même, n'était qu'un tas de sanglots et de haine recroquevillés sur une chaise. Et ma mère, elle a essayé une dernière fois. La carte de la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi. A-t-elle commencé, sa voix tremblante. Je l'ai arrêtée net. Qu'avez-vous fait pour moi? Vous m'avez nourri, logé, vêtu, avec l'argent de Pépé Jean. C'est tout. Vous ne m'avez jamais donné ce dont j'avais vraiment besoin. La confiance. Le respect. L'encouragement. Vous avez gardé tout ça pour Morgane. Vous avez investi votre amour dans l'action qui vous semblait la plus sûre, comme un mauvais placement boursier. Le moment était venu. Le moment de leur dire non pas ce que j'allais leur prendre, mais ce que j'allais construire. Je me suis redressée, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai fait ma déclaration d'indépendance. La fiducie familiale Martin ne sera plus le fonds de pension de vos regrets et de vos échecs. Elle va redevenir ce que Pépé Jean a toujours voulu qu'elle soit, un moteur. Un moteur pour l'avenir. Leurs yeux se sont levés vers moi, remplis d'une vague lueur d'espoir. Peut-être pensaient-ils que j'allais leur pardonner, leur donner une seconde chance. Leur naïveté était presque touchante. Dès demain matin, à la première heure, Maître Allard et moi-même allons commencer les procédures pour une réallocation massive des actifs. L'intégralité des fonds disponibles, chaque centime du patrimoine de mon grand-père, sera injecté dans une seule et unique entreprise. La mienne. J'ai savouré l'effet de mes mots. Leurs visages se sont figés dans un masque d'horreur. Sauveur, ai-je continué, prononçant le nom comme une promesse, l'entreprise que vous avez tenté de tuer dans l'œuf, va recevoir le plus grand investissement de l'histoire des start-ups lyonnaises. Je vais bâtir une équipe de champions. Je vais conquérir le marché français, puis l'européen. Je vais faire de la vision de Pépé Jean un monde avec moins de gaspillage et plus de solidarité une réalité. Je vais utiliser son argent pour honorer sa mémoire, pas pour financer votre vacuité. Mon père a réussi à articuler quelques mots. Et nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Vous, ai-je demandé, comme si la question était incongrue. Vous allez enfin avoir ce que vous avez toujours prétendu vouloir pour moi. Vous allez apprendre à vous débrouiller seul. Vous allez apprendre la valeur du travail. Vous allez apprendre à vivre selon vos moyens. Je me suis dirigée vers l'entrée. J'ai ramassé mon sac. Cet appartement, comme vous le savez maintenant, appartient à la fiducie. La fiducie, c'est moi. Je vous accorde 30 jours pour vider les lieux. Après quoi, les serrures seront changées et le contenu sera vendu aux enchères. Considérez ça comme votre première leçon d'économie. Je me suis arrêtée sur le seuil, je leur ai tourné le dos. Vous pensiez que j'étais votre plus grande déception. C'est amusant. En réalité, j'étais votre seule police d'assurance. Et ce soir, vous avez résilié le contrat. Je suis partie sans un regard en arrière. Je n'ai pas attendu leurs pleurs, leurs supplications ou leurs insultes. Dans le silence de l'ascenseur qui descendait, je n'ai ressenti qu'une seule chose. Pas de la joie. Pas de la tristesse. Juste un immense, un profond, un infini soulagement. J'étais libre. 6 mois peuvent sembler une éternité ou un clin d'œil. Pour moi, ces 6 derniers mois ont été les deux à la fois. Un tourbillon de travail acharné, de défis excitants et de victoires éclatantes. Mon bureau n'est plus ma chambre, mais un grand loft lumineux dans le quartier réhabilité de la Confluence. Les murs de briques apparentes sont couverts de tableaux blancs remplis d'équations et de schémas. Une quinzaine de personnes, les esprits les plus brillants que j'ai pu trouver, travaillent avec une énergie et une passion qui me bouleversent chaque jour. L'air est rempli du cliquetis des claviers, de bribes de conversations animées et de l'odeur du café fort. C'est le son du futur en construction. C'est le son de « Sauveur ». L'investissement massif a été un TGV. Nous avons finalisé notre application en un temps record. Le lancement, il y a 2 mois, a dépassé nos prévisions les plus folles. Les médias nationaux,
de Le Monde à BFM Business ont parlé de nous. Pas comme d'un rêve de petite fille, mais comme d'une révolution dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons signé des partenariats avec les plus grandes chaînes de supermarchés et des milliers de restaurants à travers la France. Chaque jour, notre compteur affiche des chiffres qui me donnent le vertige, des tonnes de nourriture sauvée, des milliers de repas distribués à des associations caritatives. Pépé Jean serait si fier. Amandine, ma cofondatrice et mon amie indéfectible, est entrée dans mon bureau sans frapper, comme d'habitude. Elle brandissait son téléphone avec un immense sourire. Tu as vu ça? On est en trending topic sur Twitter. Les gens postent des photos de leur panier sauveur. On a créé un mouvement, Eléo. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Nous avons créé un mouvement. Sans elle, sans sa confiance aveugle quand tout le monde doutait, rien de tout cela ne serait arrivé. Et l'autre monde? Le monde que j'avais laissé derrière moi? Il s'est éteint aussi vite qu'une bougie dans un courant d'air. Les nouvelles me sont parvenues par bribes, par des chemins détournés. Mes parents ont quitté l'appartement du 6e arrondissement dans la précipitation et l'amertume. L'appartement a été vendu en un mois, et les bénéfices ont été réinvestis par la fiducie. Ils ont loué un appartement beaucoup plus modeste à Caluire-et-Cuire. Mon père, qui n'avait pas vraiment travaillé depuis 20 ans, a dû réactiver son réseau pour trouver des missions de conseil. On dit qu'il a du mal, que le monde des affaires a changé. Ma mère, privée de son statut social, s'est isolée. Elle a vendu la plupart de ses bijoux. La cage était peut-être dorée, mais c'était la seule maison qu'elle ait jamais connue. Quant à Morgane, sa chute a été brutale et publique. La perte de la vente du duplex a été la première fissure dans son armure. Bientôt, les rumeurs ont commencé à circuler dans le petit monde de l'immobilier de luxe lyonnais. Morgane Foster a des problèmes de trésorerie. Elle ne peut plus avancer les frais. Ses clients les plus riches, qui détestent la moindre odeur de faiblesse, l'ont quittée les uns après les autres. Son agence, qui n'était qu'une façade financée par mon bon vouloir, s'est effondrée en quelques semaines. Elle a tout perdu. Il y a 2 semaines, j'assistais à une conférence sur l'économie sociale et solidaire à l'hôtel de ville. J'étais invité d'honneur. Pendant le cocktail qui a suivi, je discutais avec le maire de Lyon. Et soudain, je l'ai vue. Elle était de l'autre côté de la pièce. Elle ne portait pas un de ces tailleurs hors de prix. Elle portait l'uniforme noir et blanc d'une serveuse pour un grand traiteur de la ville. Elle tenait un plateau de verrine. Nos regards se sont croisés au-dessus des têtes. Une longue seconde. J'y ai lu un mélange toxique de choc, d'humiliation et de haine inextinguible. Elle n'avait rien appris. Elle ne regrettait pas sa trahison, seulement sa défaite. Elle a fait volte-face si brusquement qu'elle a bousculé un invité, et a disparu. À cet instant, je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Une joie vengeresse. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Juste une immense fatigue. Et une certitude. La certitude que la meilleure vengeance n'est pas de voir ses ennemis tomber, mais de leur tourner le dos et de continuer à monter, toujours plus haut. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre, je ne vois plus seulement la ville de Lyon. Je vois un paysage de possibilités. Le passé ne me hante plus. Il est devenu une fondation, les ruines sur lesquelles j'ai bâti quelque chose de solide, quelque chose de vrai. La douleur a été le ciment. Cette épreuve m'a appris plus que toutes les écoles de commerce du monde. Elle m'a appris que la plus grande richesse n'est pas sur un compte en banque, mais dans sa propre résilience. Elle m'a appris que la loyauté est une denrée rare et précieuse, et qu'il faut la chérir là où on la trouve. Elle m'a appris que le pardon est une chose complexe. Je ne sais pas si je leur pardonnerai un jour. Mais ce que je sais, c'est que je ne leur appartiens plus. Leur jugement n'a plus de poids. Leurs attentes n'ont plus de pouvoir. Je me suis pardonné à moi-même d'avoir mis si longtemps à le comprendre. Leur chute n'est pas ma victoire. C'est simplement le résultat de l'équation de leur vie. Une vie basée sur de fausses valeurs, l'apparence, le statut, l'argent facile. Quand on retire ces variables, il ne reste plus rien. Une coquille vide. Moi, j'ai choisi de baser mon équation sur d'autres valeurs, l'intégrité, la passion, le travail, le désir de laisser une trace positive.
Et cette équation, elle, est solide. Elle résiste au temps. Et c'est le message que je veux vous laisser aujourd'hui. À vous, qui avez eu la patience et la générosité de m'écouter jusqu'au bout. Merci. Votre présence, même virtuelle, est un cadeau. J'espère que mon histoire, avec ses ombres et ses lumières, aura pu faire écho en vous. Nous avons tous, dans nos vies, des gens qui essaient de nous mettre dans des cases, de définir nos limites, de nous dire ce que nous devrions être. Ils le font par peur, par jalousie, ou simplement par manque d'imagination. N'écoutez pas ces voix. Écoutez plutôt cette petite musique à l'intérieur de vous, celle qui vous pousse à créer, à oser, à être différent. C'est votre vérité. C'est votre feu. Protégez-le. J'adorerais entendre un peu de votre vérité. Si vous en avez envie, partagez un morceau de votre histoire dans les commentaires. Racontez-moi une fois où vous vous êtes battu pour vos convictions. Parlez-moi d'un rêve que personne ne comprenait, mais que vous continuez de poursuivre. Dites-moi quel a été votre moment de rupture, ce moment où vous avez décidé de ne plus laisser les autres écrire votre histoire à votre place. Chaque témoignage est une source d'inspiration pour nous tous. Et si ce moment passé ensemble vous a plu, si mon histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir. C'est un encouragement précieux. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Souvenez-vous, il est plus facile de démolir que de construire. Mais la joie de voir ce que l'on a bâti de ses propres mains, brique par brique, est une récompense que les démolisseurs ne connaîtront jamais. Au final, la plus belle revanche sur un passé douloureux, ce n'est pas de le détruire, mais de construire un avenir si beau et si lumineux qu'on n'a plus besoin de se retourner.